mais plus tu te connecteras à l'intuition et à l'intangible et à ton ressenti, plus tu prendras des bonnes décisions dans ta vie. Donc, essaye vraiment le plus possible de te dégager de ce que tu entends autour de toi pour tracer vraiment une route qui te correspond à toi. Eh bien, bienvenue Raphaël, bienvenue dans Belle Personne. Merci beaucoup Diane, je suis très très content d'être avec toi aujourd'hui. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. C'est une période très active avec plein de changements, plein de bouleversements et plein de nouvelles belles questions qui se posent. Donc, j'aime bien être dans cette énergie productive. Et toi ? Ouais, non, mais je vois qu'il y a beaucoup de changements. Je vois sur les réseaux que plein de changements pour toi. Moi, ça va bien, ouais. Aujourd'hui, j'ai une belle journée, même s'il fait pas très beau à Paris, mais un beau ciel gris. Mais ouais, trop plein d'idées. J'ai fait ma visio avec Marine ce matin et trop de nouvelles choses qui m'ont arrivé. J'ai très hâte. Pour chaque épisode de Belle Personne, maintenant, j'écris un texte de gratitude. Donc, tu as droit à un texte de gratitude, Raphaël. Oh, quelle chance. Est-ce que tu es prêt ? Je suis absolument prêt, je suis tout oui. Raphaël, déjà, je suis ravie de t'avoir dans Belle Personne. Cela fait longtemps que j'avais cette idée en tête et tu as répondu présent à ma proposition. Alors, merci. J'avais envie d'explorer avec toi ce qui fait toi d'une belle personne, à mes yeux, et c'est pour ça qu'on est là. Et pour ça, j'aime bien revenir au moment où on s'est rencontrés. Si je me souviens bien, c'était lors d'un coaching collectif pour le lancement de Inside Freelancing, en octobre à peu près. Et tu sais ce qui m'a fait connecter ? Ce qui a fait que mon cerveau a dit « got it ». C'est la simplicité d'esprit que tu as. Quelque chose de simple et en même temps de complexe. Oui, je m'explique. En fait, j'étais fascinée par ton esprit, ton cerveau et les opportunités que tu te crées. Ta complexité d'esprit. C'est complexe la vie parfois et c'est normal. On a des hauts, des bas, on a besoin de temps pour comprendre, pour mettre ces idées en place. On a besoin de comprendre chaque mécanisme de notre esprit pour avancer plus vite, plus simplement et d'avoir des mind blows. Et puis, j'ai un peu l'impression que tu ne te limites pas tout en prenant le temps. Tu ne précipites pas le destin. Chaque chose doit arriver au moment où il arrivera. Rien n'est statique, tout est en mouvement, et heureusement. Et puis, on va y venir, tu as tapé dans mon cerveau parce que tu t'intéresses à la masculinité. Et ça, c'est un peu mon dada du moment. On en parlera plus tard. Je pense que tu l'as compris. Je me pose plein de questions sur toi, Raphaël. Pourquoi tu vis en Espagne ? Pourquoi tu as arrêté ton métier dans une agence à New York pour être coach ? Pourquoi tu es pianiste de jazz ? Tellement de questions qu'on est là pour y répondre. C'est le concept de Belle Personne. Mais la première question que je pose à mes invités dans Belle Personne, c'était quoi ta première ambition, Raphaël ? Écoute, d'abord, avant de te répondre, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup que tu aies identifié ça chez moi parce que je m'y reconnais vraiment. Donc, très, très heureux de pouvoir échanger à ces sujets. Vraiment, merci à toi. Ma première ambition, écoute, c'est drôle. Moi, quand je repense un peu à ce qui me faisait vibrer quand j'étais petit, tu vois, j'avais une passion pour l'archéologie. Tu vois, je sais pas, il y a des enfants qui veulent être joueurs de foot, d'autres qui veulent être pompiers. Moi, c'était l'archéologie et en particulier l'Égypte. C'était un thème qui me fascinait, tu vois. Et ce concept justement d'aller fouiller dans des histoires longues comme ça qu'on connaît pas forcément pour aller y déceler des petits trésors, c'est toujours un truc qui m'a intéressé. Et donc, à l'époque, ça se manifestait comme ça, évidemment, parce que j'avais les outils d'un enfant. Et puis, petit à petit, en voyant ces transitions, tu vois, professionnelles, j'ai commencé à comprendre que c'était cette démarche d'aller creuser pour découvrir des pépites
qui m'intéressait vraiment. Et donc, du coup, ça a nourri un peu cette transition vers le coaching que j'ai décidé de faire. Mais cette ambition-là, elle a toujours été présente chez moi, tu vois, de comprendre, en fait, de fouiller pour aller comprendre. Ça a toujours été une grande préoccupation chez moi, tu vois. Dans tous mes événements de vie, il y a eu des événements faciles, des événements plus difficiles. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était la compréhension, tu vois, la compréhension profonde qui m'aidait à avancer. Et donc, ma première ambition, j'ai envie de te dire que ça aurait été de comprendre ce qui se passait autour de moi, pas juste d'être un passager ou un spectateur. Tu vois. Je pense que c'est très lié aussi à la curiosité, tu vois. C'est un truc que je vois beaucoup autour de moi aussi. C'est une curiosité de ne pas se limiter à juste, OK, c'est un statement, tu vois, de voir pourquoi c'est pas juste un simple acte, mais d'aller voir plus loin. Et ça t'a toujours guidé, même quand même quand t'es pas devenu coach, ça t'a toujours guidé cette curiosité de prendre pourquoi, et c'est le cheminement qui m'intéresse de. Ta première mission, c'était ça, mais spoiler, t'es pas devenu coach en claquant des doigts. Ça se saurait. Oui, ça se saurait, hein, spoiler. Comment le cheminement il est arrivé? Écoute, tu tiens un truc très juste avec ce concept de curiosité, parce que vraiment pour moi c'est ça, tu vois, qui m'a poussé à explorer différentes avenues de vie, différentes trajectoires professionnelles, etc. Et donc c'est effectivement, j'ai toujours eu un naturel très 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 curieux. Donc le pendant de ça, c'est que parfois ça me pousse un peu à me perdre et à tenter des trucs très différents, etc. Mais de plus en plus, je sens que la clé qu'il y a derrière ça. Derrière cette curiosité, c'est vraiment de suivre mon intuition et d'aller voir ce qu'il y a derrière. Tu vois, j'ai toujours été quelqu'un de très, très, très analytique, de très cérébral, de très rationnel, de moins en moins avec le temps, heureusement. Mais je sens que c'est cette curiosité qui me guide toujours. Tu vois, cette volonté de comprendre, d'aller au fond des choses et surtout de challenger un peu le statu quo. Tu vois, et c'est pas parce qu'on me dit, les choses, elles sont censées être faites comme ça, que du coup j'accepte et je dis ok oui bon voilà je suis un peu le train et voilà non j'ai décidé petit à petit d'aller tracer ma route et je sais pas si ça répond à ta question mais c'est non mais ça me fait marrer parce que Thomas a fait un tweet il y a je sais pas quelques semaines où il avait dit la pire raison c'est qu'on te dise c'est comme ça. Genre ça a toujours été comme ça ou genre pourquoi on changerait, et vraiment j'étais en mode bah ouais en fait c'est la pire raison, parce que si tu te limites à juste, en fait, ça a toujours été comme ça. Donc vraiment, je vois pas pourquoi on changerait. Tu te limites à aussi énormément d'opportunités, énormément de choses que tu pourrais explorer, qui en plus pourraient te correspondre beaucoup plus, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, enfin dans tous les domaines de ta vie, quoi. Absolument. Et j'ai l'impression qu'en plus, tu vois, la connaissance de soi, qui est vraiment une pierre angulaire à la fois de ma vie professionnelle et de mes passions perso, elle ne peut vraiment avoir lieu que dans cet état d'esprit de curiosité et d'aller fouiller et d'aller explorer. Tu vois, c'est-à-dire la raison pour laquelle j'incite vraiment les gens qui sont autour de moi à faire de leur développement, de leur croissance, la priorité absolue, c'est parce que pour moi, c'est la clé d'un épanouissement. Tu vois, vraiment. Et c'est que comme ça qu'on peut décider vraiment ce qui nous convient versus ce qui nous a été un petit peu imposé et dont on est prêt à se dégager. Tu vois. Ouais, et j'ai deux trucs. Alors, je regarde là parce que j'ai sorti hier soir, enregistré lundi, donc dimanche soir, un jeu de tarot que j'avais reçu à Noël de Margot Motin, qui est une illustratrice BDiste et tout. Et je me suis dit, ça fait longtemps que je me suis pas tiré les cartes, si je le faisais. Genre, vraiment, ça faisait très longtemps. Et donc c'est un jeu de tarot où tu peux faire soit genre juste une carte, soit plusieurs. Donc je me suis dit soyons fous, faisons plusieurs. Et donc tu tires, tu te poses une question et tu tires 3 cartes. Donc c'est ton passé, ce que tu viens de traverser, ton présent, ce qui est maintenant, et ton futur, ce qui va arriver. Et tu peux tirer une 4e carte pour genre donner un peu le conseil, la voie à suivre. Et bon, je vais passer les détails, mais la 4e carte que j'ai suivie écrit « Suis ton instinct ». Alors moi, j'étais en mode, oui, non, mais voilà, je vais arrêter de me poser des questions et je vais essayer de m'écouter. Et le deuxième truc, c'est que tout à l'heure, j'ai fait un call avec un étudiant
Je lui parlais de mon activité, etc. Il me dit, ah, mais en fait, c'est du développement personnel. J'étais en mode, bah oui, en fait, le développement professionnel, c'est du développement personnel et tu peux pas évoluer dans ton activité personnelle, dans ta vie personnelle, sans évoluer dans ta vie professionnelle. Et il y a beaucoup de gens qui sont en mode, non, mais il faut diviser la vie pro et la vie perso. Je suis en mode, non, désolé, c'est pas possible. En fait, ton cerveau, il est pas découpé, tu vois. Pour moi, ça me semble encore assez critique de se dire, non, mais je divise ma vie pro et ma vie perso. Je suis en mode, mais ton cerveau, il est pas aussi binaire que des dossiers dans un ordinateur, quoi. C'est très juste et c'est marrant parce que ce que tu me dis là, ça me fait penser à un peu la genèse du coup de comment on s'est connus toi et moi, Ouais. donc à travers Thomas et sa communauté. Et pour en revenir à la toute première fois où moi j'avais contacté Thomas justement avant de te connaître toi, c'était justement parce que j'avais consommé son contenu, son podcast, etc. Et le cœur du message que je lui ai envoyé, c'était je suis tellement heureux de voir quelqu'un qui est à la fois hyper investi dans le développement professionnel des autres et qui accepte que le dev perso, c'est pas un gros mot, tu vois, et que c'est justement un levier magnifique pour apprendre à se connaître, pour apprendre à avancer. Et c'est ça qui nous a unis très vite avec Thomas et tu vois, qui a créé cette belle relation d'amitié qu'on a maintenant. C'est justement cette volonté un peu de pousser cette carte, tu vois, du développement personnel comme un outil magnifique et pas comme un truc wouhou de Bah vois, ouais, et pas pour les gens un peu perchés. Ouais. Oui, non, mais ça, et puis il y a aussi ce truc de genre, c'est juste un petit truc, tu vois. Genre, le développement professionnel, c'est un énorme truc. Tu travailles, tu fais. Enfin, t'as quelqu'un qui t'accompagne, tu réfléchis à tes offres, etc., à ta carrière, à comment tu peux évoluer. Mais développement personnel, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un petit truc. Genre, ouais, bon. C'est marrant parce que j'en parlais dans un épisode avec Amélie Cospel, qui est engagée sur plein de trucs associatifs et tout. Et elle me disait, en fait, genre, des fois, j'ai un peu l'impression de faire tellement de choses que du coup, j'arrive pas à prendre aussi du temps d'introspection et du temps de me poser les bonnes questions, d'avancer, de me poser la question de comment je me sens dans mon couple, etc. Et du coup, on se dit, non, mais développement personnel, c'est ça. Genre, quand j'ai du temps, je m'en occupe. Mais c'est un travail comme un autre. Donc, en fait, c'est pas juste quand j'ai du temps, je m'en occupe. C'est un travail. Moi, je sais que mon cerveau ne s'arrête jamais. Donc, le développement personnel, il est aussi présent genre dans tous les aspects de ta vie, quoi. Carrément. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Tu vois, c'est d'étudier. Moi, genre, un de mes credos que je répète régulièrement dans mes contenus en coaching, etc., c'est de comprendre les passerelles qu'il y a entre tous les aspects de nos vies. Tu vois, c'est-à-dire pas juste les étudier un par un, comme tu disais, tu vois, pas comme si c'était des cases ou des compartiments isolés, mais vraiment de comprendre comment tout se nourrit, tu vois. Et autant dans un travail de coaching, ça peut se faire en comprenant justement comment ton travail sur le mindset peut influencer ta stratégie business, etc. Autant à un niveau plus large, je trouve que la connaissance de toi, de tes blocages mentaux, de tes croyances, etc., c'est en fait la seule clé qui existe si tu veux vraiment te développer et créer une vie qui est à ton image, à ta mesure. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre choix en fait pour moi. C'est-à-dire que le travail sur sa vie professionnelle, en fait, j'ai l'impression que si on le prend en isolement, on adhère à une espèce de vision qu'on a dans nos sociétés, en particulier occidentales, que le travail, c'est le truc le plus important dans la vie, que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, que c'est la seule mesure du succès, etc. Qui est une vision à laquelle moi, j'adhère pas du tout. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a poussé aussi à me dire, OK, elles sont où les passerelles? Tu vois, comment est-ce que je peux, grâce au fait de mieux me connaître, mieux me mettre au service des autres? Et moi, c'est ça le travail que je trouve tellement intéressant et que tu fais aussi, toi, tu vois, à travers ton travail avec Thomas et avec Kylian, c'est que je trouve hyper intéressant. Et du coup, ce travail comment tu as découvert le développement personnel? Comment ça arrivé un peu dans ta vie? Est-ce que c'était là depuis longtemps, depuis tout petit? Ou est-ce que c'est arrivé genre à un moment et ça a été le déclic pour te lancer en tant que coach? C'est une belle question, ça. Écoute, ça n'a pas toujours été là dans ma vie, clairement. En fait, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement familial qui a toujours été très empreint de curiosité intellectuelle. Tu vois, ma mère est psychanalyste depuis plus de 40 ans. Mon père est maintenant lui aussi thérapeute, même s'il n'a pas toujours fait ça. Donc, j'ai baigné un peu dans cet environnement.
Mais moi, justement, jusqu'à mes, je sais pas, je devais avoir peut-être 27 ou 28 ans, quelque chose comme ça. C'était pas du tout un truc qui m'intéressait directement. Tu vois, je me disais, ah ouais, bon, cool, une petite lecture par-ci, par-là. Voilà, un peu comme tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est un truc secondaire. Et un peu par curiosité, en fait, à l'époque où je vivais à New York, j'ai participé sur les conseils d'un ami à moi qui avait fait ce séminaire, un séminaire de 3 jours qui s'appelle Landmark, qui est un truc qui a été suivi par plus de 3 ou 4 millions de personnes dans le monde, enfin un truc très très gros, et qui est justement un séminaire de groupe où on est en immersion pendant 3 jours. C'est assez intense et tu vois, animé par une personne dont c'est le métier, qui est très expérimentée et qui nous aide justement à prendre conscience un peu de nos croyances limitantes, etc. Donc j'étais allé un peu par curiosité au début. Et ce séminaire a eu un impact hyper profond sur moi parce que vraiment, je me suis rendu compte de plein de trucs, tu vois, assez balèzes qui me freinaient dans mon développement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, quand même, je crois qu'il y a quelque chose à explorer. Non seulement il y a quelque chose à explorer, mais je me souviens très bien d'avoir vraiment admiré la posture de la personne qui menait ce séminaire. Et je me suis dit, waouh, c'est hyper puissant de faire vivre ça à des gens, tu vois. Et donc, petit à petit, après cet événement-là, j'ai commencé à lire davantage, à m'intéresser à des thèmes, tu vois, de philo, de dev perso, etc. Et puis, les choses ont fait leur chemin assez rapidement, comme c'est souvent le cas chez moi. Et voilà, et ça a mené ensuite, évidemment, à mon changement professionnel, mais aussi à ce plus grand intérêt. Donc, ça a été une combinaison de curiosité, dont on parlait tout à l'heure, et d'une expérience marquante qui a marqué un peu un avant et un après. Tu vois. Et du coup, la question que je me pose, du coup, c'est comment est-ce que tu es parti? Comment tu es passé de New York, agence de pub, je crois, à maintenant Espagne, coach business, quoi. Genre, ça a été quoi le switch de te dire je pars des États-Unis? Alors écoute, il y a une version très longue et une version plus courte. Je vais essayer de faire la version courte. Ce switch, écoute, il a été justement à la lumière notamment de ce séminaire-là. J'ai compris que ma définition du succès à moi, je m'étais pas vraiment posé la question de ce que c'était jusqu'à ce moment-là. Tu vois, en particulier parce que j'étais un peu embarqué par cette espèce d'euphorie de, tu vois, vivre à New York, qui est pour moi genre une ville absolument incroyable, où tu vis à 300 à l'heure tout le temps, qui est fascinante. J'ai eu la chance d'accéder à ce poste de responsabilité de diriger une agence assez tôt, tu vois, à 26 ou 27 ans. Et donc, du coup, j'étais sur des rails. Tu vois, je me disais, OK, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, je travaille dans un univers un peu glamour, machin, la pub. Les gens s'imaginaient que c'était un peu Mad Men, alors que pas du tout. Et puis, donc, du coup, petit à petit, s'est développé une espèce de lassitude de ce domaine-là, et surtout un manque de sens, en fait. Et tu vois, l'agence tournait bien, j'étais safe, il n'y avait pas de problème. Mais quand j'acceptais de regarder vraiment mon quotidien, je comprenais que ce que je faisais ne m'épanouissait plus, en fait. Et que tout l'aspect logistique, disons, de mon travail, d'organiser des campagnes de pub, de traiter avec des très gros clients, ça ne me faisait plus du tout kiffer. En fait, une fois l'euphorie passée de « Waouh, c'est tellement cool », ce qui me faisait vraiment vibrer au quotidien, c'était davantage justement de construire mon équipe et de les aider chacun individuellement à aller chercher dans leur potentiel professionnel, à se développer professionnellement, etc. Et c'est là qu'est née un peu cette passion pour l'accompagnement qui est maintenant le cœur de mon métier, en me disant, waouh, je ne peux pas en fait ne pas faire un métier qui soit totalement centré sur l'humain et sur les relations individuelles et sur le fait d'aider justement les gens à aller chercher dans leur potentiel. Et donc, avec ce constat-là, faisant moi-même un travail de qu'est-ce que ça veut dire pour moi, tu vois, aller puiser dans ces ressources-là pour moi, petit à petit, il y a un cheminement qui s'est fait. Et puis, j'ai compris que j'avais fait le tour de New York, que j'ai passé 7 années merveilleuses, mais que j'avais envie d'un rythme de vie un peu plus tranquille, un peu plus équilibré. Et donc, pour moi, ça voulait dire revenir vivre en Europe. Et encore une fois, tu vois, on parlait tout à l'heure, toi et moi, de faire confiance à son intuition. J'avais un truc qui m'appelait vers l'Espagne. Tu vois, j'y avais vécu 1 an quand j'avais 20 ans. Bon, c'était une année assez peu studieuse, comme tu peux imaginer. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Parce que Madrid à 20 ans, voilà, on n'est pas, je n'étais pas très assidu. Mais du coup, ça m'avait donné un peu un goût de la vie espagnole, tu vois, avec cette espèce de douceur de vivre et de sens d'équilibre, tu vois, entre ma vie avec mes amis et mon travail. Et du coup, décidant
de tout lâcher et de me former au coaching pendant 1 an, je voulais aussi aller à un endroit où je puisse aussi kiffer la vie, où le prix de la vie ne soit pas exorbitant pour pouvoir me permettre de monter un business de rien. Et du coup, où il fasse beau, où on soit à côté de la France pour pouvoir venir quand je veux, etc. Donc, l'Espagne s'est imposée très naturellement. Et c'est ça qui m'a poussé à suivre mon intuition et à venir étudier le coaching ici. C'est beau. C'est très beau, c'est très inspirant. Merci. C'est quoi, à quel moment tu as pris conscience de ta valeur? Ouf. En voilà une belle question encore. Mais vraiment, tous les invités, à chaque fois que je leur pose cette question, ils rigolent. Et je suis en mode, mais tout le monde... C'est assez étonnant, je trouve, et assez intéressant. À chaque fois que je pose cette question, ils me disent, ils rigolent ou ils poussent de rire. Et je me dis, ok, bon, intéressant, on va creuser ça. Mais bref, c'était une aparté. Ouais, en fait, je pense pas que ce soit aussi noir et blanc que du jour au lendemain, tu prends conscience de ta valeur. Oui. Tu vois, je pense que c'est certainement que ce que j'attribuais à ma valeur avant, graduellement, a changé petit à petit. Et j'ai compris que ce qui faisait, en tout cas ce que je pense qui fait ma valeur en tant que personne, en tant qu'être humain et en tant que professionnel, ça change avec le temps. Et tu vois, il y a des trucs que je voulais pas trop regarder avant, justement, et qui sont maintenant au cœur de ma pratique de coaching. Tu vois, la capacité d'écoute, l'empathie, le fait de vraiment aider les gens à construire quelque chose qui ait du sens pour eux. Bah, pour moi, ça a infiniment plus de valeur maintenant que ce que je mettais en avant il y a 10 ans. Tu vois, que juste, tu vois, mener une vie à 100 à l'heure, rencontrer plein de monde, avoir une vie sociale hyper active, qui étaient un peu les tenants de mon expérience à New York. Et donc, en fait, c'est un travail qui s'est fait de manière très, très graduelle. Et petit à petit, un peu comme les serpents, tu sais, qui muent et qui laissent leur ancienne peau derrière eux, petit à petit, je sens que c'est ça que je fais, mais au quotidien. Tu vois, donc le fait de réaliser sa valeur et de réaliser ce qui compte vraiment pour nous et ce qu'on peut projeter aux autres, pour moi, c'est un travail de tous les jours et c'est surtout le travail d'une vie. C'est un truc qui ne s'arrête jamais. Tu vois, mais ce qui est important pour moi déjà, c'est la prise de conscience que sa valeur n'est pas forcément dictée par ce qu'on croit depuis qu'on est enfant. Tu vois. Et donc moi, je suis curieux d'avoir ton ressenti à toi sur cette question d'ailleurs. Alors, je voulais faire un truc, c'est que je voulais faire une aparté. Dans les premiers épisodes de Belle Personne, j'avais accueilli Mila Dessine, qui est une étudiante aux Beaux-Arts que j'ai rencontrée sur Internet et tout. Et elle m'avait dit, moi, je suis en cours d'avoir la confiance. Je trouve que c'est une belle phrase. Dire que, vraiment, c'est le processus. Et aussi ce truc de, je me laisse le temps aussi de... je construis un peu. C'est un peu comme une barre de chargement, tu sais. Je suis en cours de... C'est un processus, ça charge. Et un jour, peut-être j'aurai confiance, ou peut-être un jour, j'aurai pas confiance. Mais je pense que ça rejoint beaucoup ce que tu disais. Et... en fait, je suis très d'accord, bizarrement, avec toi. Hein. Mais oui, je pense que il peut y avoir un déclic sur quand est-ce que on a le petit truc qui fait que ok, en fait, je suis quelqu'un, mais j'ai une légitimité, j'impose ma légitimité et j'impose ce que je pense. Et de voir aussi ta parole, elle a quel poids. Mais je pense que sa valeur, on la travaille toujours. Quand est-ce que j'aurais pris conscience de ma valeur? Je pense qu'il y a une différence entre prendre conscience de sa valeur et être légitime, se sentir légitime. Ce que j'entends dans quand est-ce que tu as pris conscience, c'est le premier déclic qui a fait que en fait, ma parole a un poids où j'ai un impact sur les gens. Et ce qui est totalement différent de quand est-ce que tu te sens légitime, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont pris conscience de leur valeur, mais qui ne se sont pas du tout légitimes à parler ou à faire des choses ou à monter des projets. Et donc ouais, je suis très d'accord avec toi. Bien sûr, la valeur, elle se construit sur toute notre vie, et sinon je ferais pas de trucs. Vraiment, je ferais pas de projet si j'étais légitime. Hein. Et je pense que c'est commun à beaucoup de gens qui sont créatifs, qui créent du contenu, qui créent des choses, qui créent des formations, plein de choses. Je pense qu'on fait aussi ce processus et on crée même des personnes qui sont plus créatives, qui créent des séries, qui créent des films, qui écrivent des bouquins et tout. Je pense que c'est aussi un processus pour te dire peut-être un jour,
peut-être un jour j'aurais atteint ce palier de confiance et en fait j'aurais même plus besoin de faire de choses. Il y avait Blanche Gardin qui en parlait dans un documentaire, je crois, qui disait que il y avait un artiste qui avait fait toute sa psychanalyse et quand cette personne avait fini sa psychanalyse, elle avait entre guillemets réglé cette angoisse de mort, mais en fait elle s'était rendue compte qu'elle n'avait plus rien à dire, que genre elle avait plus d'idée, elle savait plus quoi dire. Donc je pense que c'est aussi alors, je dis pas réglez votre angoisse de mort et il n'y a plus rien à dire. N'écoutez pas tout ce que je dis, enfin n'appliquez pas tout ce que je dis, mais je pense que c'est un énorme processus. Il faut juste trouver le bon processus aussi. Je pense que c'est tout un cheminement à avoir. Et il n'y a pas de recette magique en plus, spoiler. Bien sûr, encore une fois, ça se saurait. Mais tu vois, tu touches un point qui est une distinction qui est hyper intéressante ici, je trouve, qui est la différence entre la valeur et la confiance en soi. Tu vois, je trouve que la valeur, c'est quelque chose de vraiment, vraiment intrinsèque, tu vois, de savoir entre guillemets, qu'on vaut quelque chose, même si j'aime pas beaucoup cette expression parce que ça fait un petit peu marchand. Alors que la confiance en soi, je trouve que c'est quelque chose qui vraiment se développe dans des différents pans de sa vie à travers le temps et qui ensuite nourrit les autres pans, tu vois. Moi, je sens que c'est quelque chose, en particulier quand je commençais, tu vois, dans ma nouvelle activité professionnelle, c'est très difficile d'avoir confiance en soi quand on commence. Parce que cette confiance, elle est basée, en tout cas dans mon expérience, surtout sur l'action et pas tellement sur la réflexion. Tu vois, surtout moi qui, encore une fois, aime beaucoup réfléchir et analyser les choses, c'est pas ça qui donne confiance. Ce qui donne confiance, c'est de tenter des trucs, d'échouer, de retenter, d'ajuster, d'apprendre, etc. Et tu vois, il y a certains pans de ma vie où depuis toujours, je me sens extrêmement confiant dans mes capacités et d'autres pas du tout. Et donc, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est de voir ces passerelles-là, tu vois, de voir qu'est-ce que je peux aller puiser en fait dans les domaines où je me sens vraiment confiant pour alimenter les domaines où je me sens moins confiant, tu vois. Et ça, encore une fois, c'est un travail que je trouve super intéressant parce que c'est ça qui te fait comprendre que la confiance en toi, elle ne peut venir que d'une connaissance, d'une vraie connaissance et du fait d'analyser tes zones d'ombre, d'analyser ce qui te fait peur et ensuite de passer à l'action pour voir que c'est dépassable. Et c'est ça qui te donne de la confiance et qui augmente du coup ce sentiment de valeur aussi. Tu vois. Oui, et y a Valentin Descaires qui parle beaucoup de la jauge de crédibilité, de légitimité. Je suis totalement d'accord avec ça. En fait, c'est cool de penser, hein. C'est cool d'avoir des idées super dans sa tête. Mais si on ne les met pas en place, vraiment, personne ne va le savoir déjà. Et quand il y a des gens qui me posent la question de mais tu t'es senti légitime quand tu as fait ton podcast? Je dis non. Et c'est pas grave. Genre, comment j'ai fait un podcast, j'ai parlé dans mon micro et puis un an après, j'étais légitime à parler de podcast. Et encore, j'ai du mal à prendre conscience de cette légitimité et de cette crédibilité aux yeux des gens. Ce que je dis, hein, ça me fait un peu marrer des fois de me rendre compte que j'apprends des trucs comme on parlait, à Thomas qui a 26 ans, enfin qui a 27 ans maintenant. Et ça me fait encore bizarre de me dire, mais comment tu peux apprendre des trucs à une personne de 27 ans? C'est toute la question de l'interdépendance, des connaissances, de tout ça. Mais c'est sûr que c'est un énorme processus à avoir et encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Il faut se bouger le cul. Bien sûr. Et ouais, mais tu vois ce que tu disais là sur la jauge de crédibilité, etc. Ouais. C'est un concept que je trouve vraiment intéressant aussi, mais qui pour moi est vraiment différent de celui de la confiance en soi, parce que la crédibilité, la crédibilité, elle est toujours orientée vers l'autre, c'est-à-dire vers ce qu'on pense que les autres vont penser de nous, tu vois. Alors que la confiance en soi, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, qu'ensuite on peut projeter dans son business, dans sa vie perso, etc. Mais je pense que c'est important de cultiver les deux en parallèle. C'est-à-dire pas de se dire que ce ne sont que les retours des autres qui vont nous donner confiance en nous. Parce que sinon, on devient tributaire de ce que pensent les autres. Et ça, c'est un puits sans fond. Parce que du coup, le jour où tu te prends une critique dans la face ou quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, ça fait du mal à ta confiance en toi. C'est pour ça que ce travail, pour moi, il est d'abord à faire entre soi et soi. Tu vois, et que c'est que comme ça qu'on peut construire un truc pérenne. C'est con, hein, mais dans confiance en soi, il y a soi. Exactement. Donc bon, quand on parle de confiance en soi, on parle aussi
principalement de nous et surtout par rapport à une jauge qui se remplit et qui ne se déremplit pas trop. Ce que j'aime bien dire, c'est que la confiance en soi, c'est un curseur en fonction des jours. C'est un peu la météo, comme aime bien l'appeler Thomas, la météo du jour. Bah, des fois, t'as confiance en soi. Moi, des fois, je suis en confiance en soi, je suis à 100%. Je suis un peu Beyoncé aujourd'hui, excusez-moi. Des fois, j'ai juste envie de rester au fond de mon lit et de me dire non, mais vraiment, j'ai des idées de merde. Et c'est juste un curseur plutôt qu'une jauge, quoi. Bien sûr. Et plus horizontalement que verticalement de monter descendre, mais plus là, je suis plus dans cette météo-là et voilà. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était à peu près l'idée. Ouais, mais j'aime bien ce que tu dis, tu vois, sur le fait d'avoir des jours avec et des jours sans. C'est juste l'expérience humaine. Tu vois, je vois tellement autour de nous, et notamment dans le monde entrepreneurial, des gens qui s'auto-flagellent quand ils ont des jours un peu down, quand ils n'ont pas été hyper productifs, etc. Or, pour moi, tu vois, en parallèle de développer la confiance en soi, un truc qui est un de mes chevaux de bataille et qui me semble les plus importants à cultiver vraiment, c'est l'autocompassion. Tu vois, c'est le fait de, quand on a des jours down, quand on n'est pas au top, quand on fait des erreurs, ne pas superposer à ce sentiment déjà pas très agréable du jugement de se sentir comme ça. Parce que avant d'être des professionnels, on est des êtres humains. Oui. Et des êtres humains avec des émotions, avec des moments de up et des moments de down, et que plus on peut rentrer en contact avec l'acceptation de ça, et le fait que ça fait fondamentalement partie de l'expérience humaine, et du coup qu'on le partage tous ensemble, et du coup qu'on peut le partager, plus on peut avancer, tu vois, sans se mettre à nous-mêmes des bâtons dans les roues, tu vois. Bah oui, hein. Spoiler, on est des êtres humains. Ça fait du bien de le rappeler parfois. Hein. Ouais, hein, ça fait du bien de le rappeler. Et c'est aussi ce que tu disais, c'est aussi l'objectif de Belle Personne. C'est les personnes que tu peux voir à la télé, que tu peux voir, tu peux écouter les musiques et tout. Bah, spoiler, c'est aussi des personnes. Donc en fait, des fois, ils sont pas bien, des fois, ils ont pas envie, des fois, ils ont la gastro. Enfin, c'est con, mais genre, on oublie des fois, hein, mais nos stars, les stars de télé, les acteurs de cinéma et tout, des fois, ils sont malades. Donc, ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes ressources à disposition, mais ils ont aussi le droit de ne pas être bien, quoi. Et je comprends beaucoup ce système d'autocompassion de dire, mais c'est même super, en fait. Et j'ai eu une discussion avec ma sœur, j'ai eu une discussion avec ma sœur il y a quelques semaines où je lui faisais part d'un questionnement et d'une relation que je me suis faite, et je me suis dit, oh, merde, mais je sais pas trop quoi faire. Et elle m'a dit, mais tu te rends compte? Heureusement que tu l'as. Ça se trouve, tu aurais pu jamais avoir cette révélation, Diane. Et genre, jamais te rendre compte de cette étape. Et je suis en mode, c'est pas faux. Tu touches un point intéressant. Et aussi de se dire, en fait, on a le droit de poser un peu les armes et de se reposer et de faire des siestes. Moi, c'est con, mais des fois, je fais sieste le matin. C'est super de faire des siestes le matin, le week-end. Vraiment, faut aussi prendre soin de soi, quoi. Je pense qu'on l'oublie un peu trop souvent. De juste dormir. Enfin, c'est con, hein. Je sais que ça peut être... En plus, c'est bizarre parce que quand on n'est pas dans le moment, dans les moments compliqués, on l'oublie souvent. Mais bien sûr, c'est genre... je parle en tant que connaisseuse, hein, je l'ai déjà vécu, mais après 2-3 jours de down, je me dis, ah bah oui, non, mais il fallait juste que tu prennes soin de toi, Diane. Et c'est pas toujours facile à entendre quand on est en plein moment compliqué, qu'on a juste envie de trouver la solution miracle. Mais c'est aussi ça, quoi. Absolument. Et tu vois, c'est marrant que tu parles de solution miracle parce que j'ai l'impression que justement, l'un des pièges quand on se sent pas bien ou quand on a un moment down, c'est de suranalyser ce qui nous passe, ce qui nous arrive, je veux dire, et du coup, de rester dans une espèce de brouhaha mental au lieu de juste s'asseoir avec ses émotions, s'asseoir avec son ressenti corporel, etc. Et juste accepter que c'est comme un nuage. Ça vient, ça reste un petit moment et ça s'en va. Tu vois ? Totalement. Et que plus on est capable d'accepter que c'est ça qui fait la nature de la condition humaine, plus on peut avancer en confiance. Et surtout, encore une fois, j'enfonce le clou là-dessus, mais toi et moi qui sommes régulièrement au contact d'entrepreneurs,
je vois que c'est particulièrement dévastateur chez les entrepreneurs, ce fait de ne pas s'accorder de temps de réflexion, de temps de repos, de temps de prendre soin de soi, etc. D'être tout le temps dans cette culture du hustle, toujours à fond. Alors certes, c'est bien parce que ça produit des résultats, mais ça a aussi un côté sombre auquel il faut vraiment faire attention et dès qu'on commence. Parce qu'encore une fois, quand tu es entrepreneur, tu es tout ton business. Et donc du coup, si tu prends pas soin de la machine, tout s'écroule. Ouais, bah oui. Hein. La machine, elle a aussi besoin d'avoir des temps de gestion, mais de vidange, on va dire. Exactement. Gestion, de juste repos et tout. Et moi, j'aime bien, tu le sais, j'aime bien employer les termes de guerrière, de guerrier, de guerre et tout. Mais ce que j'aime bien dire quand je prends soin de moi aussi et que je dors et que je me repose et je prends des vacances et que j'ai des moments un peu plus, je vais pas dire compliqués parce que ce serait dire que c'est un peu négatif, mais des moments un peu plus down où j'ai des réflexions, des remises en question, des doutes, etc. Je me dis, en fait, si tu combats tout le temps, genre tu combats n'importe qui. Et des fois, la guerrière, elle a aussi besoin de poser les armes, de réfléchir aussi à la stratégie à avoir, de se remettre en question, de voir les actions que tu as posées, de dire ah bah ça c'était pas super, etc. Et de vraiment respirer quoi. Genre je sais hein, mais il y a plein de fois où je dis à des potes respire. Alors je dis étape 1, respire. Et c'est marrant, j'en parlais à une de mes colocs qui a commencé un service civique il y a 2 semaines. Et le dimanche soir, on était en train de discuter, elle me disait je suis trop stressée et tout pour demain. Je dis attends, détends les épaules, respire. Et généralement, détends tes épaules, elles sont hyper. Respire, détends-toi, t'inquiète, ça va bien se passer. Tout va bien se passer, t'inquiète pas. Et je sais que ça peut être un peu anodin de dire bah comment faire quand ça va pas respirer. Mais c'est souvent les choses un peu anodines aussi qui apaisent quoi. Bien sûr. Et c'est comme, in fine, tu vois, moi, je dis toujours que le fait de prendre soin de nous, en fait, on a une relation entre nous et nous. Tu vois, c'est-à-dire que de même que toutes les relations autour de nous, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, d'amitié, etc., demandent qu'on les nourrisse, qu'on y mette du temps, qu'on y mette de l'intention, etc. De même, la relation avec nous, c'est pareil. Tu vois, et on a besoin de prendre ces moments de pause, j'allais dire d'alimentation spirituelle, tu vois, c'est-à-dire de faire des choses qui te nourrissent émotionnellement. Et c'est un truc qui trop souvent est négligé, tu vois. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui terminent en burn-out, parce que justement, elles ne voient pas leur rapport à elles-mêmes comme une relation. Et ça, pour moi, c'est hyper important, tu vois, d'y mettre de la tendresse, d'y mettre de l'amour, d'y mettre de la compassion, de l'empathie. Tout ça, tout ce qui est important envers les autres, c'est encore plus important envers soi. Exactement. Exactement. Je ne dirais rien de plus parce que tu as trop raison. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Ouf. Ou l'un des pires conseils? Pire conseil qu'on m'a jamais donné. Tu me prends un peu au dépourvu. Il faut que j'y réfléchisse une seconde. J'ai un conseil qui me vient en tête comme ça. Alors, je sais pas si c'est le pire, mais c'est un conseil qui est resté dans ma tête parce qu'il est en fait assez récent. Et en plus, il vient d'une personne que j'aime infiniment et que j'admire beaucoup, etc., et qui est habituellement de très bons conseils, mais qui, quand ça devait faire, je sais pas, quelques mois que j'étais coach, et je galérais un peu à trouver mon positionnement, je ne savais pas à qui je parlais, j'étais dans une période de baisse de morale, etc. Mais j'avais quand même un truc au fond de moi qui me disait, le coaching, c'est fait pour toi, il faut que tu le mettes au cœur de ton business et tout. Et son conseil, ça a été non, mais tu sais, de toute façon, le coaching, c'est une profession très difficile, très concurrentielle, etc. Moi, je te conseille vraiment d'en faire une petite partie ce que tu fais, mais de te concentrer sur des choses plus rentables, que les gens veulent davantage, tu vois, peut-être d'aller parler à des entreprises, etc. Tu vois, ce qui en soi n'est pas un mauvais conseil parce que ça peut marcher pour certaines personnes, mais c'est juste que c'était pas du tout adapté à qui je suis moi, tu vois, et que si j'ai fui le monde des entreprises, c'était parce que je me reconnaissais plus dans ces valeurs, tu vois. Et donc, du coup, j'ai décidé
de pas écouter, d'écouter ce conseil et de lui dire merci, mais je vais quand même faire autrement et de suivre mon intuition. Et c'était ça la leçon pour moi. C'était que, in fine, les gens qui te donnent des conseils, ça vient toujours d'une bonne intention, tu vois, dans la plupart des cas. Mais ce qui est le plus important, c'est justement de te connaître toi suffisamment pour pouvoir te dire, OK, je fais le choix là, maintenant, tout de suite, de faire confiance à mon intuition, malgré les peurs qui viennent avec. Tu vois. Et en règle générale, je trouve que les conseils qu'on suit et qu'on regrette d'avoir suivis, c'est parce qu'on accorde trop d'importance à ce qui vient de l'extérieur de nous. Tu vois. Et je pense, Thomas, il m'avait parlé du concept du filtre de la réalité. Quand tu donnes un conseil ou quand, je pense que toutes les personnes qui sont indépendants, ou même les personnes militantes, tiens, faire une petite, de dire non, mais il y a beaucoup de personnes militantes qui m'ont dit que leur entourage j'avais dit non, mais t'es un peu trop extrême. Alors qu'elles défendent des causes qui quand même sont vitales, quand même, ou des personnes indépendantes qui, quand se sont lancées, me dire non, mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Moi, ça m'est arrivé, quand j'ai voulu me lancer en tant qu'indépendante, j'avais fait 5 mois de stage avec des indépendants, avec Thomas, qui est un peu une référence. Et il y avait quand même des gens qui me disaient mais t'es sûr que c'est une bonne idée? Mais tu penses vraiment que... Et je pense que c'est pas un mauvais conseil ou c'est pas une mauvaise chose de leur part. C'est juste que dans leur réalité et dans ce qu'ils ont vu et dans ce qu'on leur ressort de que ce soit le militantisme ou que ce soit l'indépendance ou que ce soit plein de sujets, c'est juste ce que la société ou ce que telle ou telle personne ou plein de choses voient, transmettre de l'image que c'est. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Après, si vous posez la question de ce que vous allez sauter par la fenêtre et quelqu'un vous dit non, je pense que c'est pas une bonne idée, je vous dis pas de ne pas écouter cette personne, mais de suivre son instinct et de suivre son corps, quoi. Genre suivre aussi ce que son cœur et ce qu'on sent qui est le plus sain pour nous. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses où moi, j'ai des problèmes de peau, donc j'ai des plaques quand je suis stressée, etc. Donc, je sais que quand je vois un truc arriver qui est important, je sais que je vais avoir des moments compliqués, je sais que je vais potentiellement avoir une full remise en question sur plein de sujets de ma vie. Et je sais que c'est aussi mon corps qui réagit et qui me dit non, Diane, tu stresses parce que ça. Et pour moi, c'est aussi un truc qui revient très vite du corps qu'on a et de s'écouter. Quand je dis s'écouter, c'est aussi écouter son cerveau, etc., mais aussi écouter son cœur, de qu'est-ce que tu ferais même si t'étais pas obligé de le faire. Je dérive un peu, mais quand j'étais en deuxième année, j'ai fait un stage dans une agence de talent pendant 2 mois. Et quand j'avais fait l'entretien, il m'avait dit bon, Diane, on est au début, nous, on n'a pas encore de quoi te payer. Donc, ce sera 2 mois, mais tu ne seras pas payé. Mais on te laisse réfléchir, etc. Et je m'étais posé la question, je m'étais dit bon, on est d'accord que cette agence, tu veux trop travailler là-bas. C'est genre un des rêves de ta vie. Tu as des talents que tu voudrais tellement discuter avec eux. Tu as des opportunités qui peuvent se créer derrière. Est-ce que si tu n'étais pas obligé de faire ce stage, tu l'aurais quand même fait, dans le sens où si j'avais pas été à devoir être payée, etc. Et je me suis dit, en fait, je pense que même si pas de stage, en fait, même si j'étais même pas en école, je l'aurais fait, j'aurais foncé. Et j'ai décidé d'y aller, même si j'ai pas été payée. Mais j'ai tellement appris. Et encore, c'est pas un truc, c'est pas un truc très concret. C'est une réflexion qui a été un peu aussi inconsciente, mais je me suis dit aussi on n'a qu'une vie en fait, galette quoi. Ben ouais. Et tu vois, ce que tu dis là de toujours écouter son corps, ça me paraît un des trucs les plus importants qu'on puisse mettre en place dans sa vie, tu vois. Et tout ce qui se passe dans nos têtes, tu vois, toutes les émotions qu'on a, toutes les réactions, etc., ça commence toujours par le corps.
Toujours, toujours, toujours. Même quand on s'en rend pas compte, parce que ça prend une fraction de seconde. Par exemple, quand on a une émotion de colère, une émotion de tristesse, etc., il y a toujours un phénomène physiologique qui se produit avant, qui est un peu le signal d'alarme. Tu vois qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Et donc, plus on peut cultiver cette capacité-là à écouter son corps, à développer son intelligence émotionnelle, à être plus à l'écoute de son intuition, etc., et à moins intellectualiser les choses, du moins sur le moment, plus je pense qu'on peut prendre des décisions sensées, comme celle dont tu viens de parler maintenant. Tu vois, et plus on peut éviter de faire des erreurs parce qu'on aura négligé un truc qui pourtant était là depuis le début, quoi. Oui. Et encore, c'est pas. Enfin, je pense qu'après, chaque décision qu'on prend est la bonne décision, tu vois. Même il y a des personnes qui m'ont contacté au début de mon activité, qui voulaient travailler avec moi, et j'ai dit non. Et peut-être ça m'aurait apporté des choses, etc. Mais et même peut-être mon corps me disait got it, enfin vas-y et tout. Mais je sais aussi que en fait, je peux pas, genre on peut pas retourner dans le passé. On n'est pas avec une DeLorean et tout et retourner dans le passé et tout et changer le passif. Mais en fait, maintenant, voilà ce qui se passe. Voilà, genre ce que je peux faire aussi. Voilà de quoi, qu'est-ce que j'ai à ma disposition et comment je peux construire aussi ce qui va arriver, construire mon présent, construire mon futur et avancer tranquillement aussi. Ah ouais. Et certes, on ne peut pas changer le passé, mais c'est de notre responsabilité d'en tirer les enseignements nécessaires. Ah bah oui, totalement. C'est pour ça que c'est important. Tu vois, un truc que je prône beaucoup, moi, dans ma pratique et dans ma vie, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, tu vois, c'est-à-dire l'acceptation du présent. Et une remarque que je me prends beaucoup dans la figure quand je prône ça, c'est « Ouais, mais comment tu peux accepter des trucs intolérables? C'est de la résignation, etc. » Or, il y a une vraie différence, tu vois, c'est-à-dire que quand on agit que dans la réaction et dans la réactivité, le problème, c'est qu'on est porté par justement ces émotions qui peuvent être très intenses, par un désir de faire changer les choses, sans avoir au préalable accepté que les choses sont comme elles sont pour l'instant. Et ça me paraît être un enseignement de vie hyper important parce que se battre contre ça, quand on n'a pas fait le travail d'acceptation d'abord, c'est se battre contre une chimère. C'est demander, c'est exiger que le passé soit différent, ou c'est exiger que le présent soit autrement que ce qu'il est maintenant. Tu vois ? Et donc, certes, il faut se mobiliser à fond pour faire changer les choses qui ne vont pas, etc. Mais pour moi, c'est toujours depuis l'acceptation de ce qui est maintenant. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, c'est un truc hyper important. Oui, totalement. Comment t'en es arrivé à t'intéresser à la masculinité? On va parler de ça. C'est quelque chose qui m'a un peu tapé dans l'œil quand on a commencé à discuter ensemble. Je me souviens qu'on en avait parlé dans un café virtuel et que c'est un sujet qui t'intéresse de plus en plus. Ça a été quoi les premiers cheminements qui sont arrivés en toi? Est-ce que c'est parcours personnel ou c'est des lectures que tu as fait, des découvertes culturelles qui t'en sont arrivées à t'intéresser maintenant? C'est un mélange de plusieurs choses, en fait. C'est un mélange de plusieurs choses parce que, bon, évidemment, je suis un homme, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc, ça fait partie des différents pans de ma vie que j'aime explorer. À chaque fois, je me dis, OK, qu'est-ce qui constitue la personne que je suis aujourd'hui, tu vois ? Et donc, dans chacun de ces pans, j'aime bien aller puiser des informations, des lectures, des choses qui peuvent m'aider à comprendre ce qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et ce thème d'être un homme, justement, je trouvais ça intéressant à aller tu vois, explorer, exactement. Parce que je trouve qu'on vit dans une époque où justement les questions de genre sont au cœur du débat, enfin, ce que je trouve hyper important et hyper précieux. C'est un truc qui historiquement est très récent, tu vois, c'est-à-dire que jusqu'à récemment, c'était un truc qui était un peu mis sous le tapis. C'était des millénaires de patriarcat qui disaient que les choses c'est comme ça et pas autrement. Et comme on en parlait tout à l'heure, moi, le statu quo, c'est un truc qui m'agace un peu. Et donc, en fait, je crois que le premier truc qui m'a fait m'y intéresser un peu, c'est à travers mon père et mon frère, qui sont donc les deux grandes figures masculines de ma vie, disons, qui tous les deux sont engagés depuis assez longtemps dans cette espèce de travail sur la masculinité. Tu vois, eux, ils le font à travers un mouvement qui s'appelle Mankind Project, qui est en fait un mouvement de dizaines de milliers d'hommes à travers le monde qui, à travers des ateliers, des échanges, explore
ce que c'est que pour eux qu'être un homme et quels blocages ils sont associés et comment les travailler ensemble. Et donc, moi, ça m'avait un peu généré de la curiosité au début, tu vois, mais c'était une curiosité un petit peu en souriant, tu vois, c'est-à-dire en disant, ouais, bon, ok, c'est vos trucs à vous, de dev perso, machin, bon. Et puis petit à petit, quand j'ai vu les transformations très, très, très profondes que ça a créé chez mon père et chez mon frère, bah, je me suis dit, OK, il y a probablement un truc à aller chercher là-dedans. Et donc, en particulier, tu vois, en étant à New York, au contact d'une diversité incroyable de personnes dans leur expression à la fois de genre, d'identité, de sexualité, etc., bah, ça m'a fait me poser la question de, OK, est-ce que je suis juste ce que je pense être depuis toujours, ou bien est-ce qu'il y a plus derrière ça, tu vois? Et c'est un travail qui est en cours, hein, auquel je prétends pas être du tout très avancé, mais qui m'intéresse de plus en plus. Et d'ailleurs, je suis en train de créer une communauté qu'on s'apprête à lancer le mois prochain. Enfin, on en avait parlé toi et moi quand c'était juste un embryon d'idée. Et tu vois, une communauté justement qui permettrait à des hommes de tous bords, de tous âges, de toute orientation sexuelle, etc., d'explorer ensemble les thèmes que la société nous dit depuis très longtemps qu'on ne devrait pas explorer, notamment le rapport à ses émotions, notamment le rapport à l'échec, notamment le rapport à commencer de se lier entre hommes, ces choses-là, de partager, d'être vulnérable avec d'autres hommes, etc. Et moi, c'est un truc qui m'aide beaucoup et que j'essaie de mettre en avant dans les relations que j'ai dans ma vie, tu vois, en particulier avec les hommes de mon entourage, à essayer d'aller davantage sur ce terrain de la vulnérabilité, de l'émotion. Et donc voilà, c'est comme ça, c'est un truc qui se fait graduellement et que petit à petit, j'explore aussi de mon côté. Non, mais je trouve ça en fait... Moi, bon, tu connais un peu l'histoire personnelle. Oui, tu as dû lire mon article dans Inside Freelancing sur mon père. Donc, il y a beaucoup de ça. Mais il y a aussi un truc, c'est que bon, je me suis vraiment intéressée au féminisme il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et dans mon évolution aussi, j'ai exploré d'autres pans aussi du militantisme et du féminisme et de la déconstruction. Et du coup, bah, la masculinité toxique est arrivée aussi très vite. Et puis j'ai écouté surtout maintenant le podcast qui s'appelle Histoire de mecs, qui est fait par Fabrice Laurent, qui interviewe des mecs sur leur rapport à leur genre. Et en fait, tu te rends compte aussi que le genre masculin, comme il est représenté, comme il est dit et représenté dans la société, il y a genre un type d'homme viril, on va dire. Mais maintenant, je pense qu'il y a au moins je dirais peut-être plus d'une vingtaine d'épisodes dans l'histoire de mec. T'as tellement de différences et tellement de diversité dans ce que la masculinité évoque pour eux. Et ce que j'aime bien pour Félix Florent, c'est qu'il y a toujours des questions phares. Et la première question qu'il pose, c'est et pour toi, ça veut dire quoi être un homme? Et en fait, tu te rends compte aussi que souvent la réponse, c'est dans les clichés de la masculinité, mais c'est aussi parce que, en fait, spoiler, on vit dans une société patriarcale, blablabla. Bon, je vais pas vous rappeler la chanson, hein, vous la connaissez. Mais en fait, c'est aussi ça, savoir aussi reprendre le pas sur ses émotions en tant que mec et reprendre aussi la vulnérabilité qui est pas mise en avant dans la société. C'est un énorme chemin. Et j'ai un peu cette peur des fois quand... alors peut-être tu vas me contredire et tu vas me dire non, Diane, ce n'est pas du tout ce que j'ai pensé. Mais quand des mecs se retrouvent, et c'est une discussion que j'ai beaucoup avec d'autres personnes militantes, quand des hommes se retrouvent, de recréer en fait un truc entre mecs, on parle que de problématiques et ça devient très vite en anglais ils appellent ça un The Boys Club, genre un truc de, bah en fait ça repart dans des clichés de virilité, ça repart dans des clichés de patriarcat, etc. Et ça recommence sur des idées qui sont pas hyper progressistes. Et je sais qu'il y a beaucoup cette discussion parce que quand on fait des cercles de femmes ou d'entrepreneuses, il y a plein de gens qui me disent mais pourquoi vous faites pas des hommes? Et je suis en mode au pire fais-le. Mais c'est aussi parce que quand souvent il y a des hommes dans un cercle de parole ou même dans des espaces, ça crée inconsciemment, vraiment
inconsciemment, mais ça crée un truc de, en fait, il y a une inégalité qui est créée juste par la société, qui est revendue par la société, et ça m'a fait ça. On est 4 dans ma coloc, et quand on a appris qu'il y avait un autre mec qui arrivait, on était en mode, ok, moi, je pense qu'on n'est pas hyper à l'aise en fait, parce que c'est con, mais quand t'es 3 petites meufs d'une vingtaine d'années et qui vont se retrouver avec un mec, t'es en mode, ouais, enfin, tu sais pas, genre, c'est des trucs cons, mais ça se trouve, il va essayer de pécho une des meufs. Je veux dire, c'est des trucs hyper inconscients, alors que ça se trouve, il est gay. Enfin, je veux dire, je fais des images. Mais c'est aussi tout un processus. Donc, je sais pas si c'est quelque chose que tu as. Je pense que via nos discussions, ça a quand même dû être enclenché. Mais ce truc de pas recréer un système d'oppression en faisant une communauté que de mecs. Absolument, mais c'est justement ça qui était à la genèse de cette idée de projet que j'ai, tu vois. C'était de créer enfin des cercles de soutien, d'accompagnement, de parole entre hommes qui ne soient pas juste basés sur les concepts traditionnels, tu vois, de virilité, de il faut être fort, de il faut réprimer ses émotions, de il faut jamais être vulnérable, de ce genre de choses-là, tu vois. Et justement, le fait de co-inventer une façon d'être un homme qui, moi, me correspond davantage parce que ça a été la mienne historiquement, tu vois. C'est un truc que j'ai vraiment envie de promouvoir un maximum. Et tu me demandais où est-ce que c'est né. C'est beaucoup né de mon parcours à moi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais considéré, en tout cas en grandissant, comme un mec particulièrement viril traditionnellement, tu vois. C'est-à-dire, j'étais toujours un peu gringalet, j'étais nul en foot. Tu vois, enfin, j'ai toujours aimé les trucs un peu artistiques, le théâtre, enfin, ce genre de choses-là. Donc, ce qui évidemment me valait un peu les railleries de mes camarades, comme toujours au collège et au lycée. Mais du coup, ça m'a fait, encore une fois, questionner ce statu quo et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie, moi, d'inventer comme façon de vivre ma vie d'homme à moi? Et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant? Tu vois? Et je pense que c'est pas un hasard que j'ai choisi le coaching finalement, parce que les choses qu'on reproche traditionnellement aux hommes, tu vois, d'être sensibles, d'être à l'écoute de leurs émotions, de pas chercher à faire des concours de quéquette avec leurs autres camarades, etc. Moi, tu vois, c'est des trucs que je portais en moi. Tu vois, cette sensibilité, je l'ai depuis que je suis petit. Je sens que c'est un truc que j'ai envie de cultiver. Et ce sens de l'écoute, ce sens de l'accueil, ce sens de la non-compétition, etc. Et donc, en fait, c'est naturellement que je me suis dit, mais attends, si je me sens comme ça, moi, il y a forcément plein d'autres mecs qui se sentent comme ça aussi, mais juste qui n'ont pas d'espace pour exprimer cette facette de qui ils sont. Et donc, du coup, en essayant un peu à la fois de montrer l'exemple à ma toute petite échelle, en faisant preuve de vulnérabilité, tu vois, de ces choses-là, et en mettant ces qualités-là au centre de ma pratique professionnelle, je me dis que c'est une énorme force, quelque chose dont on m'a toujours dit que c'était une faiblesse. Quand je dis on, c'est la société en général. Je pense que c'est ça qui aussi infuse ma personnalité, ma façon d'être coach, ma façon d'être un homme, et du coup que maintenant j'ai envie de mettre en avant le plus possible et d'aider les autres à mettre en avant aussi quand ils ont du mal. Donc tu vois, pour en revenir à ta question, je pense que c'est justement le désir de s'échapper d'un truc sectaire, un peu de, tu vois, le fameux locker room talk, de genre, ouais, est-ce qu'on se raconte dans le vestiaire, tu vois, bon, ce genre de truc-là, qui, moi, m'a toujours vraiment agacé, qui m'a donné envie de faire ça. Et en plus, il y a eu, alors ça, on dirait que ça n'a rien à voir du tout, mais il y a eu pour moi un truc qui a été vraiment une espèce de prise de conscience additionnelle. Ça a été l'ascension au pouvoir de Donald Trump aux US, qui est pour moi la personnification de cette espèce de masculinité horrible, toxique, patriarcale, de, tu vois, traiter mal les femmes, les insulter, les prendre pour des objets, et qui reçoivent le message des urnes que c'est OK de faire ça, tu vois. Moi, ça m'a tellement révolté. Je me souviens, je vivais aux États-Unis à l'époque, et ce jour-là, je me suis dit, OK, il faut se battre. Il faut se battre chacun à sa petite échelle, à sa petite mesure. Moi, comment est-ce que je peux le faire? Avec quels outils est-ce que je peux le faire? Mais je ne peux pas accepter cette situation, tu vois. Et donc, c'est ça qui a mené à ces réflexions-là aussi. Et alors, c'est un truc que j'avais... Thomas m'en avait parlé et c'était un truc que Fabrice était un peu déçu aussi. Dans son podcast Histoire de mec, il disait qu'en fait, il y avait quand même beaucoup de meufs qui écoutaient parce que, principe d'empathie, en fait, et c'est aussi plus des meufs qui s'intéressent à ces sujets. Parce que le féminisme et tout. Et Thomas avait dit que dans son audience, il y avait beaucoup plus de meufs que de mecs.
Ne serait-ce que dans ses formations, il m'avait dit que... Enfin, je me souviens, quand il avait fait son séminaire Excellence Marketing Indépendant l'année dernière, on était 9 meufs. Donc, vraiment, voilà. Est-ce que tu as aussi l'impression que dans ton audience, même si elle se développe petit à petit, tu as encore beaucoup de meufs qui s'intéressent et beaucoup de même dans des clientes, dans tes coachés, qui s'intéressent aussi à ces sujets et qui sont sensibilisés par ces sujets? Ou tu as l'impression que c'est quand même du 50-50 ou que tu as plus de mecs? Comment tu le perçois? C'est une bonne question. J'ai l'impression que, tu vois, naturellement, effectivement, c'est des sujets vers lesquels les nanas sont plus portées. Tu vois, ça, c'est un truc, bon, c'est encore comme ça, c'est en train de changer petit à petit. Mais je pense pas du tout que ce soit une mauvaise chose. Au contraire, tu vois, moi, j'ai plusieurs coachés qui sont des hommes. Et justement, pour moi, c'est un travail hyper intéressant d'essayer de les amener doucement et gentiment, tout en les challengeant, sur le terrain de l'écoute de leurs émotions et de la connexion avec leur intuition et avec leur vulnérabilité et avec le fait de parler de leurs faiblesses aussi pendant leur coaching, etc. Et donc, moi, c'est un truc, encore une fois, j'en ai parlé avec Thomas plusieurs fois déjà, c'est un truc qui nous lie tous les deux. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire rayonner, tu vois, ce fait que non, le développement personnel, non seulement c'est pas un truc wouhou, mais c'est pas juste un truc de nana, tu vois, un peu frivole. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à la fois pour les mecs et pour les nanas. Simplement, il y a plus, disons, de barrières à l'entrée psychologique pour les mecs, étant donné qu'il y a toutes les croyances limitantes qui vont avec, de genre ouais, mais si je m'intéresse à ça, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Non, mais j'ai déjà les outils, j'ai pas besoin de me faire aider. Tu vois, tous les trucs qui sont liés un peu justement à cette conception traditionnelle de ce que c'est qu'être un homme. Et donc, moi, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec mes clients hommes sur ces sujets-là, parce que souvent, c'est plus compliqué de les emmener sur ce terrain-là, mais quand on arrive à le faire, souvent, ça débouche sur des trucs assez intéressants. Alors que mes clients femmes, qui sont, je pense que je dois avoir à peu près, je sais pas, deux tiers de clients femmes à peu près, c'est souvent plus spontané. Tu vois, c'est-à-dire j'ai souvent moins d'efforts à faire, moi, pour que ces choses-là émergent. Et du coup, ça nous permet d'aller plus vite en profondeur sur ce terrain. Mais moi, j'aime bien, encore une fois, on en revient à l'archéologue, tu vois. J'aime vraiment bien aller puiser, évidemment, avec l'autorisation de mes coachés, etc. Oui. Mais c'est important. Ouais, de voir, tu vois, si c'est un truc qui les intéresse, de sortir de l'aspect traditionnel de genre action, strat, je suis un homme, j'agis, etc. Pour justement aller explorer ce qu'il y a derrière l'action et leur blocage à eux et tout, quoi. Et d'ailleurs, je voulais faire un parallèle. J'en discutais avec Sonia Laurembourg, qui est bras droit aussi, et on faisait un parallèle dans un live où, en fait, on disait c'est quand même bizarre que, genre, en tant que bras droit assistante, il n'y ait que des meufs, mais genre, que des meufs. Enfin, ça fait quand même 6 mois que je suis lancée, ça fait 1 an que je suis dans l'écosystème et tout. Vraiment, j'ai pas vu un seul compte Instagram, ou une seule page Facebook ou une seule mention d'un bras droit qui est un mec. Et en fait, je pense que ça revient aussi à la discussion de ce que tu disais, de aussi non mais stratégie, alors que être présent, passer dans la réflexion, s'intéresser à des sujets plus deep, à être présent aussi dans les bons et les mauvais moments, ce que j'aime bien dire, on l'associe plus aux meufs et on dit aussi aux meufs non mais c'est de l'assistanat, c'est des choses comme ça. Et ça rejoint, et je trouve ça aussi très intéressant de se poser la question de mais pourquoi en fait pourquoi un mec pourrait pas faire mon boulot, enfin genre en soi, c'est pas une question de genre, hein, vraiment on a tous le même cerveau, hein. Mais tu vois, je pense qu'une des clés là-dedans, c'est le fait d'être conditionné à ne pas demander de l'aide. Tu vois, la raison pour laquelle la plupart des personnes qui s'inscrivent, par exemple, à des programmes de groupe, de coaching, etc., sont des femmes, ce qui est un fait, c'est parce que c'est tellement incrusté dans nos psychologies d'hommes qu'un homme, ça ne demande pas d'aide, un homme, ça se débrouille tout seul, etc., que du coup, forcément, ça crée encore une fois cette barrière à l'entrée. Tu vois, pour l'anecdote, moi, je suis, en plus de mes coachings individuels, je suis coach dans un programme où il y a beaucoup de personnes, où il y a à peu près quasiment 500 personnes d'un coup. Je n'exagère pas, sur les 500, il doit y avoir 480 femmes. Tu vois, vraiment. Ou 485. Et à mon avis, c'est pas un hasard. Mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que si tu regardes la plupart, enfin en tout cas un très grand nombre des personnes un peu leaders de référence de ces marchés-là, du coaching, de la formation, etc.,
la grande majorité, ce sont des hommes. Tu vois, tous les David Laroche, les Tony Robbins, enfin, tu vois, la liste est longue, mais c'est quand même assez incroyable qu'il y ait encore cette posture de l'homme, c'est celui qui gère, c'est celui qui dirige, c'est celui qui impartit le savoir, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me fait énormément kiffer de créer des partenariats avec des femmes, tu vois, guerrières, puissantes, qui montent des trucs de ouf et qui le font bien, pour pouvoir justement contribuer à ma petite échelle, à leur rayonnement aussi, en tant qu'entrepreneur au féminin, et qui du coup montre aussi l'exemple à toutes les personnes qui s'accompagnent. Ouais, et j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de coachs business, quand elles sont des meufs, elles font on parle des branding, qui font un branding genre rose, jaune, en mode pailleté et tout, et qui vont pas aller dans le dur. Je vais pas dire que c'est pas bien, mais du coup, dans les mecs qui sont coach business et moi, par exemple, coach dev perso, etc., qui sont coach business, vont imposer des couleurs dites masculines, donc du bleu, des trucs hyper, du noir et tout, des trucs hyper durs, on va dire, hyper durs visuellement et tout. Et je trouve ça aussi intéressant, en fait, à quel point, même dans le branding, qui est quand même quelque chose où on est censé s'amuser ou qui défend aussi ce qu'on est, on a encore ces inégalités, on a encore cette société qui nous dit non, mais si tu fais du coach business et que t'es une meuf, tu vas mettre du rose et tout, et pas genre être un truc un peu plus tact. Et en plus, si une meuf le fait, on va dire ah non mais elle se prend pour qui, genre parce qu'elle met celle-là. Donc je trouve ça aussi intéressant de voir ces différentes perception aussi que en fait la société nous met. Et après les goûts et les couleurs, bon ça tout le monde fait bien ce qu'il veut. Si t'aimes le jaune, mets du jaune, je veux dire, voilà. Mais je trouve que c'est aussi intéressant à quel point on nous endoctrine aussi tellement sur cette partie-là. Une exception notable à ça étant notre ami Thomas Burbidge, qui a du coup choisi une charte graphique à mettre du rose partout et avoir tu vois, des graphismes très doux, etc., ce que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, tu vois, mais en même temps, je veux dire, ça a du sens. C'est-à-dire que si tu construis un business qui est censé être à ton image, tu vois, je comprends que, par exemple, des nanas entrepreneurs qui sont coach business, qui s'adressent en particulier à des nanas, choisissent des esthétiques qui sont plus féminines, tu vois. Je pense pas que ce soit juste une question d'opportunité marketing, mais juste, tu vois, moi, la raison pour laquelle j'ai choisi l'identité visuelle que j'ai choisie, où il n'y a pas justement tellement de couleurs pastel, un peu rose, etc. C'est parce que simplement, c'est pas qui je suis en général. Oui. Tu vois, quel que soit le business que j'aurais monté, mais l'identité visuelle, c'est juste une porte d'entrée. Tu vois, même si elle envoie un message, évidemment. Mais c'est pour ça que j'adore l'univers de Thomas. C'est parce que je sens que ce côté, tu vois, playful, ludique, doux, etc., qui met en avant, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et je trouve ça très fort qu'il ait réussi à le faire ça. Tu vois, à travers le graphisme aussi, quoi. Ah bah oui. Spoiler, hein. Alors Thomas aime beaucoup le design. Il me fait beaucoup de remarques sur mes designs et voilà. Mais spoiler, c'est pas lui qui a fait sa charte graphique, hein. C'est une directrice artistique qui s'appelle Tiffen Poli. Et pour Princess Freelancing, c'est Isaline Moulin qui l'a faite. Et en fait, comme j'aime bien dire, quand t'as un problème sur ta chasse d'eau, t'appelles un plombier. Et quand tu veux faire une création d'une charte graphique, si tu veux imaginer ta charte graphique, ton identité visuelle, t'appelles quelqu'un qui sait le faire, en fait. Donc, voilà. Mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il a aussi, je pense qu'il avait des idées et il avait des pistes à avoir. Et je crois qu'en plus, j'ai des anciens documents qui m'avaient passé quand on s'était vu de charte graphique bleu clair, en plus, tu vois, bizarrement. Et c'est quand la directrice artistique a fait le travail d'identité, de branding, de réfléchir à comment ça fonctionne, etc., que elle a mis du rose. Elle a fait aussi des visuels en bleu et tout, mais je trouve ça aussi percutant de se dire ah ouais, en fait, au début, il voulait mettre du bleu clair, un peu comme ton mur. Et enfin, voilà, je trouve ça un peu marrant. Ouais. C'est une jolie façon d'exprimer le message qu'il y a une façon différente de faire les choses. Totalement. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est quoi ta plus grande peur? Ou l'une de tes plus grandes peurs? Dis-moi, on rentre dans le très profond.
Ah bah oui. Et on parle de sujet deep ici, Raphaël. Si t'es pas d'accord. Ah bah moi, tu me connais, je suis toujours d'accord. Ma plus grande peur. Bah, écoute, je pense que c'est lié un peu à ce dont on parlait tout à l'heure. Tu vois que ma plus grande peur, ou l'une de mes plus grandes peurs, ce serait de me rendre compte que je vis une vie qui est imposée par les autres. Tu vois, et que je suis pas, c'est-à-dire que je fais pas tout l'usage à la fois de mon intuition et de mes capacités intellectuelles pour à la fois construire un truc qui, moi, me correspond à 100% et me permet de me mettre au service des autres. Tu vois, je pense que c'est aussi cette peur-là. Tu me demandais ce qui m'a fait quitter New York tout à l'heure. C'était aussi ça. Tu vois, c'était que petit à petit, je me rendais compte que je vivais une vie plus routinière, dans laquelle j'étais confortable, mais où je me sentais comme un acteur, tu vois. Je sentais que j'allais au boulot, je faisais ce que j'avais à faire, mais j'avais aucun investissement émotionnel dans ce que je faisais. Et c'est justement en prenant contact avec cette peur et en l'acceptant que je me suis dit, OK, j'ai une décision. On a toujours une décision. Enfin, on a toujours la liberté de choisir, tu vois. Et je me suis dit à ce moment-là, OK, je pourrais continuer 20 ans comme ça, mais je pense que le prix à payer serait très, 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 très lourd le jour où je me retournerais et je me dirais, putain, je suis passé à côté de ma vie, tu vois. Et donc, je pense que, tu vois, cette peur-là, c'est drôle. J'ai l'impression que les questions qui reviennent un peu souvent quand on demande aux gens de quoi ils ont peur, c'est souvent des choses sur lesquelles ils n'ont aucun contrôle. Tu vois, qui a un accident dramatique, qui perd un proche, tu vois. Donc, évidemment, c'est des choses qui me font peur. Mais c'est des choses sur lesquelles je sais que je n'ai aucun contrôle. Et donc, du coup, que je suis beaucoup plus enclin à accepter. Tu vois, et c'est en me concentrant sur les choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'action maintenant que le travail me semble plus intéressant. Et ça, tu vois, le fait de vivre une vie qui est totalement alignée avec ce que moi, je pense avoir à contribuer, tu vois, et ma valeur, on parlait de valeur tout à l'heure, et ne pas avoir peur de mettre en avant cette valeur, je pense que c'est ça mon leitmotiv, tu vois. Et cette peur-là, elle est, tu vois, pour avoir vu des gens, et en voir encore, tu vois, qui se sentent bloqués dans des carrières ou des modes de vie qui subissent plus qu'ils ne choisissent, et surtout de les voir me dire ouais mais j'ai pas vraiment le choix, je suis embarqué là-dedans depuis 15 ans, ça paye bien, enfin tu vois tous ces trucs-là, moi c'est ça qui me fait peur. Tu vois, pas pour eux, chacun est libre de faire ses choix et je respecte totalement que chacun choisisse la carrière qu'il veut. Mais moi, tu vois, étant tellement féru de liberté et d'indépendance et de construire un chemin qui me correspond vraiment et d'aider les autres à faire la même chose, je pense que c'est ça qui me ferait plus peur. Mais dis donc. Il y a de faire. Quand tu veux t'écrire un livre. Un jour. Je suis curieux de savoir. Attends, moi, j'ai quand même envie de te retourner un peu la question parce que je ne sais pas si tu as déjà répondu sur ce podcast, mais je suis curieux de savoir. Non, j'ai jamais répondu, merde. Je pense que c'est arrêter de faire, en fait. Enfin, pas arrêter de faire, mais d'arrêter de produire. Pas de faire, mais de produire. De me dire, non, tu sais quoi, j'ai plus d'idées. Vraiment, j'ai plus d'idées. Je sers plus à rien. Je sers à rien. Je suis désolée, mais j'ai plus rien à faire. Faites-le sans moi. Je pense que c'est un peu cette peur, tu vois, de pas ne plus servir à grand chose, mais de dire, en fait, désolée, mais j'ai plus rien à faire. J'ai donné toutes les idées que j'avais. Je les ai exploitées. J'en ai fait des contenus, j'en ai fait des formations, j'en ai fait plein de trucs. Mais en clair, je sais plus quoi faire de. Voilà, désolée. J'ai donné toutes mes idées, ça y est, débrouillez-vous avec. Moi, je vais aller être sur une montagne à regarder le soleil se lever et se coucher. Je pense que c'est... Et peut-être c'est ma peur maintenant, peut-être c'est pas ma peur plus tard, mais ouais, je pense que c'est un peu ma peur actuelle, on va dire. C'est intéressant, c'est parce qu'en plus, je sais que tu vois, tu produis beaucoup de contenu, tu aides les autres à produire du contenu, etc. Et je comprends cette peur, tu vois, mais c'est en même temps, même si tu n'as plus d'idées, on parlait de valeur encore une fois tout à l'heure, ta valeur, elle ne réside pas dans tes idées. Ah, mais oui, totalement. Ta valeur, elle réside en partie, mais elle réside dans ta présence, dans toutes les qualités que tu sais développer, et ça, c'est des trucs que tu as en toi, tu vois. Et donc, je comprends cette course un peu à la production, aux idées, etc.
Mais c'est pour ça que c'est aussi important de se connecter avec ce qui fait qu'on est la personne qu'on est, sans besoin de performance. Tu vois, besoin de performance. Encore une fois, regarde comme la boucle est bouclée. Ouais. On parlait de masculinité toxique tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un truc qui est très présent chez les hommes, le besoin de performance et le besoin de compétition et le besoin de tous ces trucs-là. Et que du coup, plus on arrive à s'en dégager pour être dans ce qu'on considère être quelque chose de très féminin, à savoir l'accueil, l'écoute, le soutien, pour moi, c'est infiniment plus précieux que n'importe quelle métrique de performance. Tu vois. Totalement. Et après, je vais apporter une nuance dans le sens où c'est pas genre ne plus avoir d'idées, tu vois. Parce que je sais que mes idées, elles sont aussi dans comment j'exploite, pas comment je diffuse une idée. Et je sais que, bon, spoiler, c'est aussi pour ça que mes clients travaillent avec moi, c'est parce que je me creuse le cerveau de mais comment on peut exploiter cette idée pour qu'elle soit la mieux perçue et que ça fonctionne le mieux. Et j'ai aussi ce truc de je recycle aussi beaucoup de contenu. J'ai des trucs genre des photos que j'ai fait il y a 3 semaines, enfin il y a 3 mois, que je réexploite maintenant. C'est toujours me dire comment est-ce que je peux faire pour que mon idée soit la mieux perçue et la mieux comprise. Je sais que c'est un peu la problématique de plein d'entrepreneurs et de plein de personnes qui créent du contenu. C'est j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment les exploiter. Et bon, voilà, c'est mon travail. Ouais. mais je pense que c'est plus ça que non, mais en fait, je sais que j'aurais jamais plus d'idées parce que ce serait bizarre. Et que je sais que je pourrais toujours les réexploiter et que j'aurais toujours quelque chose en soi à dire à cette magnifique terre et au monde. Mais c'est aussi un processus de me dire non, en fait, arrête d'être un peu con, Diane. Tu auras toujours des idées, en fait. Même si j'aime pas dire. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup de compassion quand je dis arrête d'être un peu con. Mais voilà. Mais tu vois, là, tu touches sur un truc hyper intéressant, je trouve, il y a forcément des entrepreneurs qui nous écouteront. Oui. Sur ce sujet-là, tu vois, moi, que j'incite vraiment mes coachés à faire au quotidien, qui est cette réflexion de on a tellement tendance à se concentrer sur le quoi de ce qu'on apporte qu'on ne se rend pas compte de la force du comment, tu vois. Et que du coup, il y a plein de gens, tu vois, moi, une des objections les plus classiques que j'ai quand j'accompagne des gens et même dans les cercles entrepreneuriaux dans lesquels j'évolue, c'est ouais, mais tout a déjà été dit, j'ai rien à apporter, je peux pas être original, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, on regarde tout à travers un prisme unique, forcément, même parler de sujets faits et refaits sur Internet, si on y infuse sa personnalité, sa touche, son expérience de vie, forcément, ça apportera quelque chose de différent à quelqu'un. Totalement. Et donc, du coup, tu vois cette espèce d'importance de la quantité et de produire des trucs super originaux, etc. Pour moi, c'est regarder le mauvais problème. Tu vois, le problème, la question qui me semble plus importante, c'est comment est-ce que je peux, moi, infuser qui je suis dans des thèmes qui ont probablement déjà été mentionnés des milliards de fois. Tu vois. Oui. Ça me semble vraiment important dans un parcours d'entrepreneur pour dépasser ce blocage de je ne suis pas assez original, j'ai rien à apporter, etc. Bah oui, et puis c'est se poser la question de comment diffuser cette idée. Il y a une phrase de Marion Seclin qui a dit c'est les idées qui changent le monde, pas les diffuseurs. Et je suis assez d'accord parce qu'en fait, c'est ton idée en soi qui va changer, qui va faire le déclic chez la personne. Comment tu vas la diffuser, on s'en fout en fait, que ce soit un post, que ce soit un livre, que ce soit du storytelling, que ce soit plein de choses. C'est pas ça qui est le plus important, mais c'est l'idée en soi surtout qui va faire le ah mais oui, non mais oui, bien sûr. Et c'est ce que je disais au début, tu vois, comment se rencontrer, c'est parce que tu étais intéressé à la masculinité et que c'était un coaching public et que ça a été un peu marrant aussi la façon dont on se rencontrait et tout. C'est aussi ça qui fait que l'idée elle était un peu anodine et je veux pas dire qu'il a changé le monde. On va se calmer, mais c'est aussi ça qui fait que le petit déclic il est là, quoi. La diffusion, oui, elle est importante et comme tu disais, c'est ça qui va accrocher la personne. Mais je sais plus le début de ma phrase, mais oui, du coup, je suis totalement d'accord. Ouais, tu vois, l'idée et le diffuseur, pour moi, ils sont
ils sont forcément liés parce que quand on a la crainte justement que l'idée elle-même ne soit pas assez originale, tu vois, ou ait déjà été faite, c'est là que je pense, tu vois, que le diffuseur a son importance. Oui. Et que, par exemple, une idée qui a été traitée 1000 fois par des articles, si tu en parles, j'en sais rien, à travers un podcast, à travers une vidéo un peu humoristique, à travers un truc comme ça, bah là, le diffuseur, pour moi, il prend toute son importance parce que c'est ça qui va faire que l'expérience de la personne qui est en face va être reçue différemment. Tu vois. Et donc, encore une fois, c'est pour ça, pour moi, que le comment est aussi est tellement important. Tiens, les deux sont indissociables, en fait. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à l'idée, justement, Oui. que nos idées ne sont pas assez originales, etc. Pour moi, c'est un truc vraiment fondamental, parce que sinon, on n'avance pas. Sinon, on ne fait rien. Oui, c'est le fond et la forme qu'il faut, qu'il faut travailler. Et d'ailleurs, je vais faire une petite analogie au meilleur pâtissier, car pourquoi pas. Le meilleur pâtissier sur M6 a repris édition professionnelle, s'il vous plaît. Et c'est un peu notre mantra avec Marine de prendre des analogies du meilleur pâtissier pour en faire de la création de contenu. Donc, je vais en parler. Et il y a un des chefs dedans qui dit ah non mais c'est très joli, hein. Votre truc il est très joli, par contre c'est dégueulasse. Et un peu en mode, bah ouais en fait si tu travailles juste genre oui oh là là qu'est-ce que c'est beau, si tu travailles juste la forme et que tu travailles pas le fond, bah ça fonctionne pas. Et l'inverse aussi, si tu fais une super recette par contre que c'est pas beau visuellement, bah en fait personne va vouloir l'acheter. Donc pensez comme les meilleurs pâtissiers et travaillez votre fond et votre forme en même temps. Ah c'est malin, j'ai envie d'un gâteau moi. Ah merde. Mais t'inquiète, on a bientôt fini. Et c'est quoi du coup ta plus grande fierté à ce jour? Plus grande fierté à ce jour. Écoute, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup parce que justement, non pas parce que je suis quelqu'un de spécialement prétentieux, mais parce que j'accepte de plus en plus que le fait de reconnaître consciemment mes victoires, c'est un truc hyper important sur mon chemin d'être humain et d'entrepreneur. Vraiment. C'est un truc, je trouve qu'on a tellement tendance à sous-estimer les choses qu'on arrive à faire et à se concentrer juste sur ce qu'on fait pas bien, que moi, du coup, j'en ai fait vraiment une pratique régulière de célébrer régulièrement mes accomplissements, les choses que j'ai bien faites. Ce qui ne veut pas dire que je travaille pas sur ce que je peux améliorer. Mais tu vois, là, le fait, par exemple, d'avoir suivi mon intuition par rapport au conseil de tout à l'heure, tu vois, qui allait un peu à l'encontre de ça, et de m'être dit, il y a un truc en moi qui me fait me dire que je suis fait pour ce métier et que je peux vraiment apporter des trucs de ouf aux gens. Et sans aucune preuve tangible d'être plongé dans le vide, d'avoir tout quitté et d'avoir suivi cette intuition et d'avoir réussi à construire un business qui marche à la lumière de ça, pour moi, c'est une énorme fierté. Parce que j'ai eu tellement d'obstacles à dépasser, que, à la fois mentaux, logistiques, etc., que pour moi, en fait, c'est même pas tant un truc entre moi et moi qui me rend tellement fier. C'est le fait d'avoir réussi à dépasser ces blocages pour me mettre au service des autres. Et le fait de voir au quotidien les différences, enfin, tu vois, les résultats que j'aide mes coachs à produire, pour moi, ça, c'est une fierté incroyable, encore plus que d'avoir construit mon business, etc. Parce que je me suis dit, ah, putain, si j'avais pas fait ce travail sur moi, j'en serais jamais arrivé là. Et le fait d'avoir eu le courage d'aller fouiller, d'aller faire les archéologues, tu vois, et que ça se traduise dans des différences concrètes dans la vie des gens, c'est ce qui m'aide à avancer le plus au quotidien et dont je me sens incroyablement fier, vraiment. Ah, bravo. Écoute, merci beaucoup. C'est un work in progress, mais qui va dans une belle direction, donc j'en suis très content. Tu dirais quoi au toi d'il y a 10 ans? Donc en 2011. 2011, oui, 2011. Et t'étais où il y a 10 ans, surtout? 2011, figure-toi, c'est l'année où j'ai déménagé à New York, justement. L'année où j'ai quitté un boulot en conseil en stratégie qui ne me plaisait pas du tout à Paris pour justement, pour la première fois, écouter vraiment mon intuition qui me disait « Casse-toi, va à New York, t'en rêves depuis que t'es gosse, fais-le ». Donc c'est drôle que la boucle de 10 ans soit un peu bouclée. Qu'est-ce que je lui dirais? Mais je pense que ça, c'est déjà une grosse partie de ce que je lui dirais. Tu vois, de tes capacités mentales, c'est très bien et ça va te servir dans la vie. Mais plus tu te connecteras à l'intuition et à l'intangible et à ton ressenti, plus tu prendras des bonnes décisions dans ta vie. Donc, essaye vraiment le plus possible de te dégager de
ce que tu entends autour de toi pour tracer vraiment une route qui te correspond à toi. Et aussi, je dirais que ne pense pas que le fait de prendre du temps pour toi et de travailler sur toi, c'est quelque chose d'égoïste. Et dis-toi que tout ce que tu fais, tu le fais pour te mettre au service des autres, à ta petite mesure, à ta petite échelle. Et si la première étape de ça, c'est être bien avec toi-même, complètement accepter qui tu es, pour ensuite faire rayonner un message, tu vois, d'optimisme auprès des autres, alors fais de toi ta priorité. Tu vois. Je pense que c'est ça que je lui dirais. Tu dirais quoi au toi d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? C'est drôle, un truc que je me rends compte et dont je me suis encore plus rendu compte en coaching, c'est-à-dire en me faisant moi-même coacher, c'est que j'avais tendance souvent à vouloir toujours faire plus, tu vois, faire plus pour moi, faire plus pour mes clients, etc. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'un des mantras que je me répète encore et encore et encore, et je me le répète en anglais parce que je trouve qu'il sonne mieux qu'en français, c'est « You are enough ». Tu vois, tu es assez, tu es suffisant. Et ça, pour moi, c'est un truc que je suis obligé de me rappeler régulièrement parce que sinon, je sais que je tombe dans des travers de mais comment je peux faire encore mieux? Comment je peux faire encore plus? Ça part d'une bonne intention, tu vois, mais en particulier dans le coaching, qui est un métier où en faire trop, c'est quelque chose de très dommageable pour la personne qui est en face de soi. Tu vois, trop parler, trop interpréter, trop poser de questions, etc. Et du coup, je m'en rappelle régulièrement, notamment durant mes séances, où je me dis, tu sais quoi, là, tu t'apprêtais à sauter avec une interprétation, à sauter avec un truc. Non, juste tais-toi, laisse le silence, accueille ce qui va venir, et comme par hasard, c'est là que surgissent les trucs les plus utiles et qui créent les plus grandes transformations, c'est les gens. Donc, tu vois, c'est ça que j'ai envie de me dire, c'est soit le plus possible dans une posture d'accueil et moins dans une posture de avoir quelque chose à montrer. Tu vois. Je pense que ça, c'est Raphaël. Je suis assez. Merci, Diane. Et toi aussi, tu es assez. Merci. Idée ou pas idée, tu es assez. Et tu dirais quoi au toi de dans 10 ans? Au moi de dans 10 ans. Donc en 2031. Si on est encore vivant et que la Terre n'a pas explosé. Elle est difficile, celle-là. Je dirais quoi au moi de dans 10 ans? Tu n'es pas obligé de dire quelque chose, hein. Tu peux juste le regarder. Je veux juste prendre le temps de prendre quelques secondes pour y réfléchir parce que c'est une très bonne question et j'ai pas envie de te dire premier truc qui me passe par la tête. Ce qui me vient en tête maintenant, je ne sais pas si c'est au cœur de... En fait, c'est difficile. Le truc qui me vient en tête, c'est un seul mot. Et ce mot, c'est simplifie. Tu vois, simplifie, simplifie, simplifie. C'est marrant, je lis, je suis en train de... Un des bouquins que je suis en train de lire en ce moment, c'est un bouquin qui m'inspire beaucoup, qui est une conversation, en fait, une conversation à trois entre un philosophe, un psychiatre et un moine bouddhiste, que probablement certains de tes auditeurs connaissent, qui s'appelle « 3 amis en quête de sagesse ». Et justement, l'un des mantras de Mathieu Ricard, qui est une de mes plus grandes sources d'inspiration, qui est le moine en question, c'est simplifier, simplifier, simplifier. Et pour moi, tu vois, qui est beaucoup été dans une logique d'accumulation par le passé, tu vois, de plus de ça, plus d'intensité, plus d'expérience, plus de biens matériels, plus de ceci, plus de cela, plus d'amis, plus de trucs. Je suis déjà dans ce processus de less is more, tu vois, mais je sens que j'ai encore du travail à faire. Et donc, même si dans 10 ans, je suis encore dans ce travail-là, je pense que c'est un des conseils les plus essentiels qu'on puisse donner à quelqu'un. Le fait de simplifier. J'ai lu un jour une phrase qui a fait un espèce d'énorme déclic chez moi, je vais vous partager avec toi, qui était quelque chose du genre « La perfection, c'est pas quand on n'a plus rien à rajouter, mais c'est quand on n'a plus rien à enlever. » Tu vois, c'est très Marie Kondo dans l'esprit.
mais c'est quelque chose que je trouve tellement vrai pour tout, les relations humaines, les biens matériels, les pensées, tout, que du coup, c'est un peu le mantra que j'ai envie d'appliquer aux années qui viennent. Tu vois, simplifie. Et toi, là tu es obligé de me répondre à cette question. Non, attends. Et c'est marrant que tu dises simplifie pour toi dans 10 ans. Parce que dans ce que tu dis pour toi d'aujourd'hui, c'est you are enough. Mm-hmm. C'est aussi intéressant de voir que bah est-ce que le simplifie, c'est aussi pas quelque chose que tu voudrais te dire aujourd'hui, quoi. Absolument. Et ce you are enough, tu as totalement raison, c'est très juste. Tu vois, ce you are enough, c'est pas besoin d'accumuler plus. Tu vois? Mais ça, c'est ce you are enough, il est plutôt en termes de valeur, tu vois, de ma valeur à moi. Mais simplement, je pense que ça s'applique, comme je t'ai dit, vraiment, je pense que ça s'applique à tous les domaines de vie. Et plus je donne de tout, de bien, de mon temps, de tout, plus je suis heureux. Tu vois, et je venais de loin. Hein. Crois-moi que les années d'adolescence passées à accumuler les fringues, les jeux, les trucs, vraiment. Et là maintenant, mais tu vois, j'ai déménagé à Madrid avec 2 valises et je continue à faire le tri. Et juste, ça m'apporte une espèce de tranquillité d'esprit fantastique. Bah oui. À ton tour, je te lâche pas. Je ne te lâcherai pas avec cette question les de dans 3 10 ans. Les 3 ou juste dans 10 ans? Bah écoute, ce que tu veux. Mais étant donné qu'en plus, je crois qu'on a à peu près 10 ans d'écart, toi et moi, quelque chose comme ça. Bah, j'ai 21. Ah oui, donc, oulala, merci pour le coup de vieux. Donc, on a un petit peu plus que 10 ans d'écart. Mais du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir, tu vois, comment tu te projettes, toi. Le mois dans 10 ans. Donc, j'aurai 31 ans. Oh, la vieille, quoi. Franchement. Non, mais c'est marrant. Ça me fait marrer quand tu dis ça parce que j'ai une sœur qui a 10 ans de plus que moi. Donc, quand on avait fait l'épisode, je lui avais dit, tu dirais quoi à la toi de dans 10 ans? Elle me dirait, ah putain, j'aurais 10 ans de plus. Je dis, spoiler, moi aussi j'aurais 10 ans de plus. Hein. Bref, ça me fait marrer. J'aurais 31 ans. Je pense que je lui dirais, j'espère que tu continues à kiffer. Parce que j'ai une vision de dans 10 ans, bien sûr, hein, sinon c'est pas marrant. Je sais ce que j'ai envie de mettre en place, je sais ce que j'ai envie de faire avec Marine, je sais ce que j'ai envie d'accomplir avec Thomas, etc., avec Kylian. Donc je pense que je dirais, j'espère que tu continues à t'amuser, quoi. Genre, c'est ce que je disais aujourd'hui avec Marine, et un épisode est sorti aujourd'hui. On parle toutes les deux de nos visions long terme et de comment on évolue aussi avec... oui, on a envie de construire des projets ensemble, mais on a aussi des dissonances de comment elle a plus envie d'avoir tel truc, etc. Et je pense que ce qui nous relie quand même, c'est qu'en fait, on a envie de s'amuser ensemble à construire notre activité. Donc, je pense que dans 10 ans, je dirais, j'espère que tu t'amuses encore, Diane. Et je pense que, vu ce qu'on a prévu avec Marine, on s'amusera encore. C'est beau ça, tu vois, j'adore. C'est marrant, hein, je trouve que plus on vieillit, et plus c'est important justement de compacter cette âme d'enfant intérieure et de garder ce concept de jeu, d'amusement, de tenter des trucs. Ouais. On a tendance à tellement se laisser prendre dans ces pensées d'adulte, tu vois, que moi c'est vraiment un truc que j'essaie aussi de mettre en place au quotidien. J'aime beaucoup ce que tu dis, tu vois, de continuer à s'amuser. C'est un truc qui est tellement important. J'aime bien c'est ce que j'aime bien dire quand je parle de mes clients, c'est garder cette âme d'enfant de 5 ans. Genre de s'amuser et ça me fait marrer parce que c'est ce qu'on a dit à Thomas pour son anniversaire avec Marine. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait une petite surprise à Thomas pour son anniversaire. On lui a envoyé une vidéo que j'ai tournée quand j'étais chez Marine, etc. Et la phrase un peu finale qu'on lui dit, j'espère que tout en ayant 27 ans, tu garderas ton âme d'enfant et que tu t'amuseras et que tu seras là pour avoir des idées totalement perchées. Mais t'inquiète pas, on sera là pour les organiser, pour les mettre en place. Voilà. Donc, je pense que c'est garder cette âme d'enfant de 5 ans, de dire trop envie de faire plein de trucs et tout, tout en étant, en fait, pas parce que Thomas est un enfant de 5 ans qu'il n'est pas professionnel, qu'il fait pas ces trucs, qu'il essaie de faire ces trucs à l'heure. Donc, ouais.
J'espère que je m'amuserai. Si tu veux, on refait un épisode dans 10 ans et puis on voit si je m'abuse toujours. Avec grand plaisir. Franchement, ça nous permettra de faire un petit bilan. Et tu vois, il y a un autre truc qui me vient en tête maintenant que tu me dis ça, ce qui résonne beaucoup en moi. Un truc que j'ai aussi envie de me dire maintenant et plus tard, c'est justement ne te prends jamais au sérieux. Tu peux tout à fait être très sérieux dans le développement de ton activité et de vouloir avoir un impact et de mettre en place les actions qu'il y a à faire, mais fais-le toujours sans toi te prendre au sérieux. Tu vois, c'est un truc qui est vraiment important pour moi aussi. Bah oui. Merci beaucoup, Raphaël. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir dans notre personne. Merci à toi, Diane. C'est un bonheur d'échanger avec toi. Ouais, on a eu des discussions tellement passionnantes et je n'en doutais pas vraiment à aucun moment. Mais c'était très bien et je suis aussi très fière de t'avoir en tant que première personne dans son podcast, parce que j'ai l'impression que tu n'as pas fait énormément de participation. Donc j'ai un peu sauté sur l'occasion aussi, je vais pas me mentir. Hein, je me suis aussi, j'ai sorti mon âme de guerrière et j'étais en mode franchement, vas-y. Donc voilà, très fière encore de t'avoir reçu. Et puis du coup on se refait un épisode dans 10 ans, c'est ça. Et puis on voit, on voit comment on a évolué. Si on a gardé nos âmes de gamin. Merci à toi, Diane. Vraiment beau. Merci pour tout et bravo pour tout ce que tu fais. Franchement, t'es une personne très inspirante. Merci. Belle Personne est un podcast créé par moi, Diana Taya. Je monte, je réalise, je produis et je pense l'intérêt de ce podcast. Vous pouvez suivre les aventures du podcast sur son compte Instagram et sur sa page Facebook. Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram @dianehart, tous les liens sont en description.